À bord de ton vaisseau spatial ultra moderne, tu t'envoles loin de la Terre à une distance sûre et puis, bam! Tu voyages plus vite que la vitesse de la lumière à travers l'espace interstellaire. La lumière de milliers d'étoiles passe à toute vitesse devant toi. Quelques minutes plus tard, tu es de l'autre côté de la Voie lactée et tu vas au travail. De tels voyages sont devenus banals depuis longtemps pour les humains, car tu fais partie de la civilisation qui a conquis toute la galaxie. Mais il a fallu près de 90 millions d'années pour y arriver. Alors comment y sommes-nous parvenus ? C'est comme un jeu vidéo. Au début, nous avions une flotte de 3 vaisseaux mères qui pouvaient voyager à 500 km par seconde. Chacun d'eux avait 10 plateformes de colonisation. Un vaisseau pouvait désamarrer une plateforme et la déposer sur la planète souhaitée. Nous avions aussi 2 vaisseaux rapides qui voyageaient 2 fois plus vite mais ne pouvaient coloniser qu'une seule planète. Chaque planète colonisée pouvait envoyer un nouveau vaisseau en expédition. L'humanité a donc pu se répandre dans la galaxie en 90 millions d'années. La plupart de ce temps a été passé à voler d'étoile en étoile. Le principal problème de la colonisation est la vitesse. Année 2021, nos vaisseaux spatiaux peuvent à l'heure actuelle voler à environ 40 000 km/h. C'est une vitesse suffisante pour aller de New York à Los Angeles en moins de 4 minutes. Mais un voyage vers des planètes voisines comme Mars prend encore environ 7 mois. L'étoile la plus proche du Soleil, Proxima Centauri, se trouve à 4,2 années-lumière. Cela signifie que la lumière, l'élément le plus rapide de l'univers, met 4,2 années pour y parvenir depuis le Soleil. Il faudra à notre fusée 73 000 ans pour y arriver. C'est plus que l'existence d'une civilisation humaine avancée. Or, notre galaxie, la Voie lactée, mesure 105 000 années-lumière de large. Donc même en voyageant à la vitesse de la lumière, cela prendrait une éternité. Alors naturellement, l'humanité a imaginé d'autres moyens de voyager. Déplaçons-nous dans le futur et imaginons que nous ayons résolu ce problème. Nous avons commencé à accélérer avec des sondes microscopiques propulsées par des faisceaux laser directionnels depuis la Terre. Cela a permis d'atteindre des vitesses équivalentes à 25% de la vitesse de la lumière. C'est encore trop lent. Le problème était que rien de ce qui a une masse ne peut voyager à la vitesse de la lumière. Nous sommes donc passés à l'étude de la métrique d'Alcubierre. Cette méthode n'implique pas de se déplacer d'un point A à un point B, mais plutôt de comprimer l'espace entre ces points. Voici une feuille de papier à carreaux. Imagine que nous devions parcourir 3 carreaux pour atteindre ta destination. Au lieu de nous déplacer en ligne droite aussi vite que possible, nous comprimons ces carrés pour que notre vaisseau spatial soit au point B. Maintenant, nous les dépressurisons, l'espace est normalisé et nous avons voyagé en quelque sorte à l'arrêt. C'est comme ça que fonctionne la métrique d'Alcubierre. Elle comprime l'espace devant le vaisseau spatial et le dilate derrière sa queue. Donc théoriquement, un vaisseau spatial à propulsion d'Alcubierre peut se déplacer à n'importe quelle vitesse, même plus vite que la vitesse de la lumière. Mais la quantité d'énergie nécessaire pour y parvenir est énorme et pourrait être comparée à la masse énergie de la planète entière de Jupiter. Alors pendant que certains scientifiques travaillaient à améliorer le moteur d'Alcubierre, d'autres regardaient à l'intérieur de l'objet le plus mystérieux de l'univers, le trou noir. Un trou noir est un corps céleste si dense qu'il attire même la lumière et ne la laisse pas sortir. Imagine un trampoline circulaire. C'est notre espace-temps. Plaçons un ballon de basket en son centre. Le trampoline s'affaisse un peu. Maintenant, tous les objets que nous mettons sur le trampoline vont rouler vers le ballon de basket. C'est comme ça que fonctionne la gravité. Mais si tu fais rouler une balle de golf au-delà du ballon de basket, elle a une chance de sortir de cet entonnoir. Maintenant, mets une boule de bowling très lourde au centre du trampoline. Le trampoline s'affaisse encore plus. Désormais, la balle de golf va inévitablement tomber dans l'entonnoir avec la balle de bowling sans aucune chance de s'échapper. C'est comme ça que fonctionne un trou noir. Et certains scientifiques pensent qu'il pourrait y avoir un trou de verre au cœur d'un trou noir. C'est un raccourci entre le point A et le point B de l'univers. Retournons à notre feuille de papier. Au lieu d'aller tout droit, nous plions la feuille de façon à ce que le point A soit juste au-dessus du point B. Maintenant, nous faisons un trou dans le papier et nous nous déplaçons vers le point B. Nous le déplions à nouveau et voilà. Nous sommes arrivés à destination. Il existe donc une théorie selon laquelle, si un vaisseau spatial entre dans le champ gravitationnel d'un trou noir et résiste à l'incroyable tension qui y règne, il peut sortir vers n'importe quel autre point de l'univers auquel ce trou de verre mène. Il pourrait même s'agir d'une autre galaxie ou d'un univers parallèle. Nos recherches ont été fructueuses et désormais, en regardant une carte de la Voie lactée, nous pouvons nous rendre absolument partout. Il ne reste plus qu'à choisir le bon endroit à coloniser. Il y a environ 1 milliard d'étoiles. Autour de chacune d'entre elles se trouvent des planètes susceptibles de convenir à la vie. Nous devons donc réduire la liste. Tout d'abord, nous recherchons des étoiles relativement jeunes, presque comme notre Soleil.
Près d'elle, une colonie humaine peut potentiellement vivre pendant longtemps. Ensuite, lorsqu'une étoile vieillit, elle commence à se dilater et à devenir rouge. Dans les derniers stades de sa vie, elle peut absorber toutes les planètes qui l'entourent, puis exploser avec une telle force que la lumière de l'explosion peut être vue à des dizaines d'années-lumière. Deuxièmement, la candidate pour une colonie humaine doit se trouver dans la zone habitable de l'étoile. Il s'agit d'une zone étroite, pas trop éloignée ni trop proche de l'étoile, pour qu'il n'y fasse ni trop froid ni trop chaud. En d'autres termes, l'eau sur la planète doit exister sous forme liquide. De plus, la planète candidate doit avoir une surface solide pour que nous puissions y vivre. Un autre facteur important est la taille de la planète. Si elle est trop grande, sa force gravitationnelle fera pression sur nous. Il sera plus difficile pour nous de sauter, de marcher et de soulever des poids sur cette planète, car nous sommes habitués à la gravité de la Terre. Mais si la planète est trop petite, nous nous y sentirons comme des super-héros. Nous serons capables de sauter très haut et de soulever de gros poids. Mais ensuite, nos muscles perdront de leur tonicité et notre santé se détériorera. Nous recherchons donc une planète de la taille de la Terre. En tout, nous avons environ 100 000 systèmes stellaires qui correspondent à nos paramètres. Alors nous commençons à explorer et à coloniser. Et voici notre première cible. Nous avons nommé cette planète Nouvelle Maison. Nous allumons notre moteur plus rapide que la lumière et bam, nous y sommes. Même si cette planète répond à tous nos critères, il est encore difficile de considérer cet endroit comme notre foyer. Il est fait de paysages désertiques avec beaucoup de cratères et de canyons. Nous devrons travailler dur pour que cet endroit ressemble à la Terre. La phase de terraformation de la planète est sur le point de commencer. Cela signifie que nous allons modifier le climat et l'atmosphère ici. Nous avons besoin d'environ 78% d'azote et 21% d'oxygène pour pouvoir respirer sans combinaison spatiale. Nous allons donc cultiver des plantes à air, d'autres usines produiront de l'eau, nous construisons aussi des centrales électriques et une usine pour produire du carburant pour notre vaisseau spatial. Et enfin, très important, la production de nourriture. Une fois que tout sera prêt, la colonie pourra exister par elle-même. Et après plusieurs siècles, cette planète sera suffisamment développée et peuplée pour envoyer une expédition pour coloniser les mondes voisins. Ainsi, pendant plusieurs millions d'années, l'humanité a tissé sa toile dans la Voie lactée. D'une planète à l'autre, nous avons colonisé notre galaxie. L'humanité est maintenant non seulement multiplanétaire, mais aussi interstellaire. Le prochain objectif est de faire de nous une espèce intergalactique. Voici notre Voie lactée. Faisons un zoom arrière. Voici le groupe local de galaxies. Chacune d'entre elles contient des millions d'étoiles candidates à la colonisation. Nous devons parcourir 5 millions d'années-lumière pour y arriver. Zoom arrière à nouveau. Le super amas de la Vierge. Il y a environ 100 amas de galaxies similaires aux nôtres. Encore un zoom arrière. À 1 milliard d'années-lumière de chez nous. Super amas voisin. Maintenant, chaque galaxie ressemble à un petit point. Et il y en a des millions et des millions. Dézoomons encore plus. À 14 milliards d'années-lumière de la Terre, c'est notre univers observable. Il y a environ 2000 milliards de galaxies. Même à 1000 fois la vitesse de la lumière, il nous faudrait des milliards d'années pour coloniser ne serait-ce que 1% des étoiles présentes. Mais ce n'est pas encore fini. Il y a un point froid sur la carte de l'univers observable. Certains scientifiques pensent qu'il s'agit d'une cicatrice due à une collision de notre univers avec un univers voisin. Ils disent que les univers pourraient être comme des bulles, chacune contenant des billions de galaxies. Une fois, une telle bulle s'est écrasée sur la nôtre et sa force gravitationnelle a arraché des amas de galaxies de notre univers. Si cela est vrai, alors les univers parallèles existent bel et bien. Nous avons alors des possibilités vraiment infinies d'exploration, de découverte de nouveaux mondes pour l'humanité et de contact avec des civilisations extraterrestres. C'est prometteur. De combien de personnes avons-nous besoin pour créer une nouvelle civilisation ? Non, pas sur la Terre, mais sur Mars. Et dans des conditions limitées. Si nous créons cette colonie et que nous l'envoyons sur la planète rouge, à quel problème sera-t-elle confrontée ? Comment ces gens pourront-ils survivre aussi loin de chez eux sans aucun soutien ? Une récente étude scientifique apporte un éclairage sur ces questions. Jetons-y un coup d'œil. Mars est la 4e planète la plus proche du Soleil et la 7e du système solaire en termes de taille. La planète rouge ressemble beaucoup à notre Terre. D'ailleurs, avant de devenir un désert sans fin, elle aurait même pu ressembler à la Terre actuelle. Il y a des millions d'années, il y avait de l'eau, des océans, des plantes et, qui sait, peut-être même de la vie. Ne serait-ce pas fantastique de remettre toutes ces choses à leur place ? Il n'est pas étonnant qu'on parle de colonisation de Mars depuis si longtemps.
Aujourd'hui, la société SpaceX affirme que son projet de vaisseau interplanétaire pourrait acheminer 100 personnes sur Mars. Le propriétaire de l'entreprise, le milliardaire Elon Musk, a parlé de créer une flotte qui pourrait fournir un flux constant de ressources vers Mars. Mais quel est le degré de réalisme de tous ces fantasmes ? En réalité, il n'est pas très élevé. Avant d'envoyer des gens sur Mars, il faut résoudre un certain nombre de problèmes. Par exemple, l'exposition très forte aux radiations, les sols toxiques, la faible gravité, les basses températures et toutes sortes d'autres choses plus ou moins désagréables. Et ce n'est que le début. Il faudra au moins quelques décennies pour créer un véhicule capable d'atterrir sur Mars et d'en revenir. Mais faisons une expérience de pensée et imaginons qu'on décide finalement de coloniser Mars. Comment les choses se passeront-elles ? Récemment, des scientifiques ont publié une nouvelle étude sur ce sujet. Cette étude s'intitule « Nombre minimum de colons pour survivre sur une autre planète ». Son auteur s'appelle Jean-Marc Salotti, professeur à l'Institut national polytechnique de Bordeaux. Son article a été publié dans la revue Scientific Reports. Comme tu l'as deviné, l'étude cherche à savoir comment on pourrait coloniser une autre planète, de combien de ressources on a besoin, comment cette colonie devrait vivre, quel genre de tâches elle devrait effectuer et combien de temps cela prendrait. Et bien sûr, la question centrale, de combien de personnes on a besoin pour tout cela. Essayons de répondre à toutes ces questions. Imaginons que nous soyons entrés dans un avenir merveilleux. Enfin, pas vraiment. Un avenir terrible en fait. Dans son étude, Salotti suggère que la vie sur Terre est menacée par un événement catastrophique. La seule façon pour l'humanité de survivre est donc d'aller sur Mars ou sur une autre planète. Dans ce scénario imaginaire, malheureusement, l'approvisionnement en provenance de la Terre a été interrompu. On a même carrément disparu. La colonie doit maintenant subvenir à ses besoins toute seule, d'une manière ou d'une autre. C'est là qu'on rencontre déjà un certain nombre de problèmes. Par exemple, on ne sait pas si les habitants de la colonie travailleront bien ensemble. Vont-ils communiquer entre eux comme des êtres humains normaux ? Vont-ils partager leur temps et leurs ressources comme il se doit ? Les humains ont cette fâcheuse tendance à gâcher les choses pour les autres humains. C'est même à cause d'eux qu'il a fallu fuir sur Mars. Mais même si on oublie cet élément, qu'en est-il des questions d'organisation ? De quels équipements disposons-nous ? Avec quoi allons-nous extraire les ressources ? De quelles compétences aurons-nous besoin ? Tu sais quoi ? Qui s'en soucie ? Dans notre cas, ces choses n'ont pas d'importance. Tout ce qu'on sait, c'est que la colonie ne dispose pas de beaucoup de ressources et d'équipements initiaux, et que le facteur humain est absolument imprévisible. Les chances de survie sont donc assez faibles, mais il faut survivre d'une manière ou d'une autre. Dans ce cas, Salotti décrit deux choses qui auront un impact énorme sur notre survie. Ces éléments sont en quelque sorte les variables d'une équation mathématique. La première est la disponibilité des ressources locales. Il s'agit essentiellement de l'eau, de l'oxygène et de toutes sortes d'éléments chimiques utiles. Ces ressources doivent pouvoir être extraites d'une façon ou d'une autre et être faciles à utiliser. Heureusement, on ne part pas de zéro. On en sait déjà beaucoup sur Mars. Quelles sont les ressources qui s'y trouvent ? Comment peut-on les utiliser pour le maintien de la vie, l'agriculture et la production industrielle ? La colonie a de la chance, car tout cela a été étudié lors de divers séminaires et publié dans des rapports et des livres au cours des dernières années. Grâce à cela, on sait ce qui sera disponible pour notre colonie. Par exemple, on sait que des gaz peuvent être extraits de l'atmosphère et des minéraux du sol. Sur Mars, on pourrait avoir du fer, du verre et même des composés organiques. Le problème le plus important est la durée de vie de l'équipement avec lequel nos nouveaux martiens commencent. Ils devront obtenir autant de matériaux que possible avant que les outils ne se cassent. Les maintenir en bon état sera presque la tâche la plus importante. Le deuxième facteur est la capacité de production, ou la vitesse de travail. On a une liste précise de choses à faire. Fabriquer des outils, par exemple, et tout ça doit être fait en quantité suffisante dans les délais impartis. Selon Salotti, l'élément le plus important sera ce qu'on appelle le facteur de partage. Imagine une personne qui tente de survivre sur Mars. Elle devra accomplir toutes les tâches par elle-même. Elle devra trouver ou construire son propre système d'approvisionnement en eau potable, en oxygène et en électricité. On a eu un aperçu de ce que ça peut donner dans le film « Seul sur Mars ». Ça n'a pas été facile. Il n'y a jamais assez de temps et c'est trop difficile à gérer pour une seule personne.
À moins d'être Matt Damon, bien sûr. C'est pourquoi on a besoin d'une colonie assez importante, ce qui permet de répartir les tâches de manière significative. Chaque personne dépense moins d'efforts, se fatigue moins, et par conséquent, l'efficacité et la rapidité du travail augmentent. C'est là que le facteur de partage entre en jeu. Il ne nous reste plus qu'à calculer ce nombre de personnes. Si par exemple, on cherche à construire quelque chose, de combien de personnes a-t-on besoin pour le faire rapidement et efficacement ? Comment peut-on optimiser le travail autant que possible ? Cela dépend des besoins de ces personnes, des ressources disponibles, de facteurs aléatoires comme la météo, etc. Mais en général, ce nombre peut être estimé et calculé à l'aide de certaines fonctions mathématiques. Salotti décrit ces fonctions plus en détail dans son article. Tu peux le lire si ça t'intéresse. Mais pour résumer, il décrit 5 domaines qui doivent être pris en compte lors du calcul de ce nombre. Ces domaines sont les suivants. La gestion des écosystèmes, la production d'énergie, l'industrie, les bâtiments et le facteur humain. Le facteur humain comprend des éléments tels que l'éducation des enfants, les sports, les jeux, la musique, etc. En fin de compte, tout se résume à 2 choses, le temps dont on dispose et la qualité de la collaboration entre les membres de la colonie. Mais alors, quel est le résultat de tous ces calculs ? En fin de compte, Salotti a découvert qu'il faudrait au moins 110 personnes pour survivre sur Mars. C'est le nombre minimal nécessaire pour créer une civilisation autosuffisante. Et il est préférable de ne pas emmener trop de monde non plus. Plus nous serons nombreux à bord du vaisseau spatial, plus il sera difficile de prédire les résultats. Après tout, comme on l'a déjà mentionné, les humains gâchent toujours les choses pour les autres humains. C'est pourquoi il est préférable de s'en tenir à environ 110 personnes. Bien sûr, il s'agit d'une estimation, et il existe un grand nombre d'hypothèses et d'incertitudes. Mais ce chiffre est déjà très utile. Les scientifiques savent désormais quel est le nombre minimum d'habitants pour la colonisation d'une autre planète. C'est une mission très complexe, et il nous faudra beaucoup de temps pour la mener à bien. Il est très peu probable que nous nous envolions vers Mars dans un avenir proche. Cela pourrait prendre plusieurs décennies, voire un siècle. Par conséquent, la meilleure solution serait de faire de notre mieux pour sauver notre Terre jusqu'à ce que nous puissions commencer à conquérir d'autres planètes. Coloniser d'autres planètes, c'est un peu l'aventure cosmique suprême. Ce défi a nourri l'imagination des hommes pendant des siècles, et nous en rêvons encore aujourd'hui. L'une des meilleures candidates est la planète Mars. Ce n'est pas surprenant. Mars est une planète rocheuse qui ressemble à la Terre à bien des égards, et sa surface présente même d'anciennes traces d'eau. Cela en fait donc une destination de choix pour la colonisation. De nombreux scientifiques travaillent sur des projets visant à envoyer des humains là-bas afin d'y établir une communauté permanente. Mais y a-t-il d'autres candidates ? Il y a de nombreuses planètes et lunes dans notre système solaire. Alors pourquoi ne pas se tourner vers d'autres destinations ? Par exemple, Cérès. Cérès est un véritable joyau. C'est une planète naine, pas une planète à part entière, tout comme Pluton. Elle se trouve dans la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. C'est la planète la plus proche du Soleil et elle est minuscule. Elle fait à peu près la taille du Texas. Alors, pourquoi la choisir ? Parce que Cérès pourrait abriter de précieuses ressources. Sa surface est couverte de cratères et d'autres particularités géologiques. Et les scientifiques pensent qu'au-dessous, il y a une épaisse couche de glace d'eau. Ce qui signifie qu'en profondeur, il pourrait y avoir un océan d'eau liquide. Si c'est le cas, Cérès pourrait constituer une précieuse ressource pour nos futures missions. Elle pourrait fournir l'eau nécessaire à notre exploration du système solaire. Alors, pouvons-nous la coloniser ? Et si oui, comment faire ? En fait, de nombreux scientifiques et passionnés de l'espace ont proposé cette idée. Pour coloniser Cérès, il faudrait utiliser les mêmes méthodes que celles utilisées pour établir des colonies sur la Lune, sur Mercure et sur les satellites de Jupiter et de Saturne. Et ce n'est pas si difficile que ça. Il faut juste trouver comment s'adapter à une atmosphère très ténue, à des températures extrêmes, à la pression et à tout un tas de choses désagréables. Mais gardons espoir. Au final, il ne s'agit que d'une question de ressources. Nous aurons besoin d'eau, de minéraux et d'autres matières premières,
Ainsi, nous pourrions créer une colonie autonome. Et par chance, Cérès en regorge. Nous commencerions par installer des habitations dans les cratères. Nous construirions des dômes pour nous protéger de toutes sortes de dangers, comme les radiations. Nous exploiterions également le régolithe de la ceinture d'astéroïdes. Le régolithe, qui est la partie du sol recouvrant la roche-mère, résulte d'une altération cosmique. C'est un peu comme la couche superficielle de la surface lunaire. Pourquoi en avons-nous besoin ? Parce que nous pourrions l'utiliser pour imprimer en 3D des fondations près de la glace, afin que nos bases soient situées près de l'eau. Nous utiliserions ensuite ces fondations pour imprimer d'autres structures, comme des maisons. Nous collecterions également de la glace et des molécules organiques pour créer de l'eau. Et en combinant l'eau avec le régolithe, nous obtiendrions un sol dans lequel faire pousser des plantes et de la nourriture. Merveilleux! Il y a aussi une autre option, créer une colonie sous le sol, c'est-à-dire juste à côté de la croûte glacée de la planète. Si dans l'avenir notre science nous le permet, nous pourrions accélérer la rotation de Cérès. Ça a l'air fou, mais ce serait très bénéfique. Cela nous aiderait à créer une gravité artificielle dans les colonies souterraines. En parlant de gravité, tout ça est bien intéressant, mais parlons des difficultés qui nous attendent lors de cette colonisation. Pour nous installer sur Cérès, nous devrons relever un certain nombre de défis. Tout d'abord, développer une technologie nous permettant de nous rendre sur cette planète, soit des vaisseaux capables d'effectuer des vols de longue durée dans l'espace lointain. Pour cela, il nous faudra d'abord créer une technique de propulsion nucléaire thermique ou nucléaire électrique et un type de carburant extrêmement performant. Ensuite, il nous faudra une technologie capable de préserver la vie sur ce petit monde rocheux, c'est-à-dire des outils pour extraire et utiliser les ressources disponibles. Et comme il n'y a pas d'atmosphère sur Cérès, nous devrons porter des combinaisons et vivre dans des habitats pressurisés. Et ce n'est qu'un début. Vivre sur cette planète ne sera pas une mince affaire. Par exemple, comment faire face aux températures extrêmes, ou aux radiations, ou encore à la gravité incroyablement faible évoquée plus haut. Ce dernier point est certainement l'un des plus gros problèmes. La gravité de Cérès ne représente que 3% de celle de la Terre. Tu ne voudrais pas t'envoler dans l'espace pendant que tu joues au football, n'est-ce pas ? Mais le fait qu'un simple bond puisse t'entraîner dans un voyage sans fin n'est pas le seul problème. Même si tu restes à la surface de la planète, tu rencontreras les mêmes soucis que les astronautes de la Station spatiale internationale. Par exemple, une perte de masse musculaire, une diminution de la densité osseuse, une baisse de la vision, une détérioration du système cardiovasculaire. Eh ben, qui aurait cru que la gravité était si importante ? Si nous voulions survivre sur Cérès, il nous faudrait donc soit un tas de médecins, soit une gravité artificielle. Et n'oublie pas que cette faible gravité ralentira aussi notre travail. Bien sûr, nous ne pouvons aller nulle part sans argent. Coloniser Cérès coûtera extrêmement cher, surtout si l'on tient compte de tout ce qui précède. Mais Cérès est quand même l'une des meilleures candidates pour la colonisation. Par exemple, on y trouve beaucoup de méthane et d'ammoniac. Ils peuvent être transformés en combustible ou en azote gazeux. Alors, pourquoi ne pas s'en servir pour coloniser Mars et Vénus ? Cette faible gravité a quelques avantages. Grâce à elle, le lancement de véhicules spatiaux serait grandement facilité. Nous gaspillerions beaucoup moins de carburant et les voyages entre Cérès et d'autres planètes seraient beaucoup moins chers. Ainsi, même si Cérès ne devient pas notre résidence permanente, elle peut devenir un bon pôle de transport, une espèce de gare spatiale. Nous pourrions l'utiliser comme base pour extraire des matériaux utiles dans la ceinture d'astéroïdes. Ensuite, nous transporterions tout ça vers Mars ou vers la Terre. Elle pourrait également devenir une station de ravitaillement pour les vaisseaux qui voyagent au-delà du système solaire. Toute cette science-fiction est plutôt géniale, n'est-ce pas ? Mais je crois que toute tentative de création d'une base permanente dans la ceinture d'astéroïdes devra attendre.
La colonisation d'autres planètes est une tâche difficile et complexe. Elle nécessitera la coopération et l'expertise de nombreuses personnes différentes, ainsi que le développement de nouvelles technologies et la résolution de nombreux problèmes. Avant d'aller sur Cérès, nous devons construire des infrastructures sur la Lune, sur Mars et quelque part entre les deux. Sinon, l'entreprise coûtera beaucoup trop cher et échouera très probablement avant même que nous ayons pu atteindre la planète naine. Mais plus nous créerons de colonies, plus nous aurons de chances de nous installer un jour sur Cérès. Cela ouvrira non seulement la ceinture d'astéroïdes à l'exploitation économique, mais nous servira également de tremplin vers les confins du système solaire. La colonisation des lunes de Jupiter pourrait s'en suivre. En d'autres termes, la colonisation de Cérès pourrait rapporter gros. Non seulement elle nous permettrait d'explorer et de comprendre tout ce monde fascinant, mais elle pourrait également nous fournir des ressources précieuses qui nous aideraient à poursuivre l'exploration et la colonisation du système solaire. La vie sur Cérès serait difficile, mais passionnante, car les humains auraient là un nouveau foyer afin d'explorer les mystères de l'univers. Imagine tous les nouveaux restaurants et magasins que nous pourrions avoir. Bienvenue à Cérès Marché, où tout est extraordinaire. Si tu aimes les chasses au trésor cosmique, Cérès est bien la destination qu'il te faut. Pense simplement à mettre des poids à tes pieds afin de ne pas t'envoler. On a découvert Kepler 22b, une petite exoplanète dans la constellation du Cygne. Cela te semble anodin? En réalité, c'est très important. C'est la première planète située dans la zone habitable qui a été découverte par le télescope Kepler. En d'autres termes, il y a peut-être de l'eau sur cette planète. Et s'il y a de l'eau, il y a peut-être de la vie. Kepler 22b pourrait devenir notre nouvelle maison. Alors, regardons-la de plus près. Il faut savoir que découvrir de nouvelles planètes n'est pas du tout facile. Toutes ne peuvent pas être vues par nos télescopes ultra sophistiqués, même par le tout-puissant Hubble. Parfois, les étoiles sont si petites et ternes qu'il est difficile de les trouver dans le ciel. C'est le cas avec Kepler 22. Les scientifiques ont dû utiliser une méthode spéciale. D'abord, ils prennent un tas de photos de l'étoile à différents moments. Puis, ils observent et se demandent s'il y a des points sombres sur cette étoile quelque part. S'ils en trouvent un, cela signifie qu'il pourrait s'agir d'une planète. Ces photos nous aident à découvrir des choses très importantes. D'abord, que la planète existe, puis sa taille, son rayon et sa proximité avec l'étoile. Et enfin, on peut étudier la question de savoir si on pourrait y vivre. On sait désormais que Kepler 22b est très similaire à notre planète et pourrait potentiellement devenir une seconde Terre. Elle est également très proche de nous, à seulement 635 années-lumière. Certes, ça fait environ 3 quadrillions de kilomètres, mais c'est l'une des options les plus proches. Kepler 22, l'étoile de Kepler 22b, est une naine jaune. Elle est très similaire à notre Soleil. Même taille, même rayon, même son âge est presque identique, 4 milliards d'années. La différence ne réside que dans sa luminosité. Elle est environ 20% plus terne que le Soleil. Donc, tu auras beau plisser les yeux, tu ne verras pas cette étoile dans le ciel nocturne. La planète Kepler 22b est environ 2,4 fois plus grande que notre Terre. Et c'est plutôt une bonne chose. Un plus grand rayon signifie plus d'eau et d'espace potentiel pour vivre, même si aller d'une ville à l'autre prendrait un certain temps. Imagine un vol de 3 jours. On ne connaît pas la masse exacte de cette planète, mais les scientifiques pensent qu'elle est plus élevée que celle de la Terre. Elle pourrait même être jusqu'à 36 fois supérieure à celle de notre planète. Qu'est-ce que cela signifie? Une énorme gravité. Si la planète est 36 fois plus lourde que la Terre, alors la gravité y sera environ 6 fois plus forte. Tu arrives à peine à porter un sac de 10 kg de pommes de terre, alors essaie un sac de 50 kg. Sans compter que tu peux toi-même devenir beaucoup plus lourd sur cette planète. Tu devras être incroyablement musclé rien que pour marcher là-bas et aller au travail. Le pire, c'est qu'avec une telle gravité, il serait incroyablement difficile pour les plantes d'y survivre. Elles ont besoin d'au moins un peu de liberté pour s'élever du sol. Et les animaux, nos chiens et nos chats, devraient se transformer en petites boules de muscles pour survivre là-bas. Mais si cette planète a déjà ses propres animaux ou d'autres habitants, nous pouvons grossièrement imaginer à quoi ils pourraient ressembler. Ils ont probablement beaucoup de jambes pour faciliter leur déplacement.
Ils ne sont pas vraiment grands, mais trapus et extrêmement forts. Des sortes d'araignées géantes très musclées donc. La bonne nouvelle, c'est que toutes ces informations ne sont pas confirmées. Si nous avons beaucoup de chance et que la gravité là-bas s'avère être juste un peu plus élevée que celle de la Terre, alors bien sûr, il sera beaucoup plus facile d'y vivre. On sait aussi que Kepler 22b est environ 15% plus proche de son étoile que nous ne le sommes du Soleil. Si Kepler 22b existait dans notre système solaire, elle serait située quelque part entre la Terre et Vénus. Cela signifie-t-il que nous allons tous brûler ? Non. Comme dit précédemment, l'étoile Kepler 22 est plutôt froide, à peine 5600 degrés Celsius. C'est pourquoi nous pouvons supposer que les températures sur Kepler 22b sont à peu près les mêmes que celles que nous avons sur Terre. En tout cas, si la planète tourne autour de son étoile de la même façon que la Terre tourne autour du Soleil, ce que nous ne savons pas vraiment. Kepler 22b peut tourner autour de son étoile sur le côté, comme par exemple Uranus. Quoi, tu ne savais pas qu'Uranus est couché sur le côté ? Et qu'elle avait aussi des anneaux ? Oui, Uranus a aussi des anneaux, comme Saturne, mais ils sont verticaux. L'univers est vraiment un endroit fascinant. Bref, si Kepler 22b est similaire, alors son climat ne sera pas très hospitalier, pour le dire gentiment. Des hivers incroyablement froids seront suivis d'étés bouillants. Et comme pour les planètes en rotation synchrone, on ne pourrait vivre plus ou moins confortablement que sur l'étroite bande de terre située entre les deux hémisphères extrêmes. Espérons que ce ne sera pas le cas et que la planète tourne normalement. Mais tout n'est pas si mal. Des études montrent qu'il y a peut-être un océan sur Kepler 22b. Tu sais déjà que l'eau est synonyme de vie. Mais dans ce cas, c'est aussi un gros avantage, car une planète couverte par un océan a toujours des températures plus stables. L'eau absorbe une partie de la chaleur et la répartit uniformément sur la planète. Les parties chaudes se refroidissent et les parties glacées se réchauffent. D'ailleurs, c'est exactement ce qui est arrivé à la Terre il y a des milliards d'années. Lorsque notre planète a commencé à avoir ses premières petites flaques d'eau, notre Lune bien-aimée a aidé ces flaques d'eau à se répandre sur toute la planète. Grâce à cela, le rocher incandescent qu'était notre Terre s'est transformé en une mignonne petite boule pleine de vie. Donc, si Kepler 22b a de l'eau mais pas d'atmosphère, les scientifiques pensent que la température moyenne là-bas pourrait être d'environ -11 degrés Celsius. Mais s'il y a aussi une atmosphère semblable à celle de la Terre, alors la température peut atteindre 22 degrés Celsius, ce qui serait idéal. Et enfin, une année là-bas équivaut à 290 jours terrestres, soit environ 9 mois. La planète n'a pas de satellite naturel, donc il faudrait malheureusement se passer de cette belle vue de la Lune. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous serions probablement capables de voir le Soleil comme une petite étoile lointaine. Nous pourrions l'admirer dans ce ciel nocturne en faisant quand même attention à ces araignées géantes. C'est tout ce que l'on sait pour le moment. Malheureusement, il est assez difficile d'explorer de telles planètes, de sorte qu'il y a encore beaucoup de données très importantes que nous ne connaissons pas. Par exemple, quel genre de planète est-ce ? Oui, il nous manque les informations les plus cruciales sur Kepler 22b. Nous ne savons pas si c'est une planète tellurique ou non. Et si ce n'est pas le cas, alors toutes les informations mentionnées précédemment ne servent à rien. Il se peut qu'il s'agisse d'une planète gazeuse, ou une planète couverte de gaz avec un noyau solide comme Neptune, ou un monde aquatique recouvert d'un océan géant. Il vaudrait mieux que ce soit une planète aquatique. Au moins, on pourrait y construire une sorte de ville sous-marine. On pourrait filtrer l'eau et manger du poisson, jusqu'à ce qu'on évolue vers une espèce amphibie. Est-ce que ce serait considéré comme une évolution si on retournait à nos origines ? Quoi qu'il en soit, les scientifiques pensent que Kepler 22b pourrait s'avérer être une planète semblable à Neptune. Certains astronomes ont même rangé la planète dans la catégorie des mini-Neptunes. Oui, c'est une vraie catégorie de planètes. Mais cela n'a pas encore été prouvé. Et même si Kepler 22b s'avère être une planète tellurique, on ne sait toujours pas à quoi ressemble l'atmosphère là-bas. Ou même s'il y en a une. Et si elle s'avérait être comme celle de Vénus, elle serait extrêmement toxique. Il faudrait alors creuser profondément sous terre pour survivre d'une manière ou d'une autre sur cette planète. Et il faudrait aussi trouver une source de chaleur, car il fait plutôt froid sous terre. Il existe de nombreuses possibilités avec Kepler 22b. Jusqu'à présent, nous n'avons pas de réponse claire. Mais espérons que les scientifiques les trouveront avant qu'on fasse embarquer les premières personnes dans des navettes et qu'on les envoie à la conquête de Kepler 22b.
Ce serait gênant si elle s'avérait être une planète gazeuse ou à l'atmosphère ultra toxique. Nous nous sommes énormément concentrés sur la recherche de vie sur Mars, alors qu'il y a un joyau qui n'attend que d'être exploré. Cette planète est la 6e plus éloignée du Soleil et la 2e plus grande du système solaire. Elle se trouve juste derrière Jupiter, je te parle de Saturne, ou comme on l'appelle parfois, le joyau du système solaire. Elle est complètement différente de notre planète. Tout d'abord, tu ne pourrais pas y tenir debout. Alors que la Terre est constituée de roches et d'autres matériaux solides, cette planète est une boule géante composée principalement de gaz. Si tu trouvais une piscine suffisamment grande pour contenir Saturne, tu verrais cette planète flotter sur l'eau. Pas étonnant, c'est la planète la moins dense du système solaire. Elle contient aussi beaucoup d'hélium, ce gaz que l'on met dans les ballons pour les faire flotter en l'air. Saturne est une planète très venteuse. Les vents y sont plus de 4 fois plus forts que ceux que nous avons sur Terre. Une journée là-bas dure 10 heures et 14 minutes, car Saturne tourne sur son axe très rapidement. Mais elle prend son temps pour faire le tour du Soleil. Une année y équivaut à 29 années terrestres. Le rayon de Saturne fait plus de 58 000 km. Ça signifie que la géante gazeuse est 9 fois plus grosse que notre planète. Si la Terre faisait la taille d'une pièce de monnaie, Saturne serait aussi grande qu'un ballon de volley. Même si d'autres planètes de notre système solaire ont aussi des anneaux, ceux de Saturne sont les plus spectaculaires. On peut même les voir depuis la Terre. Il n'est pas nécessaire d'être un scientifique ou de posséder un équipement très coûteux, un simple télescope suffit. Les anneaux de Saturne ne sont pas fixes, ils sont constitués de poussière, de roches et de glace. Certaines de ces poussières font la taille d'un grain de sable et d'autres sont aussi grosses qu'une maison ou qu'une montagne. Il s'agit en fait de fragments d'astéroïdes, de comètes et de lunes qui se sont fragmentés avant d'atteindre Saturne. Ils ont ensuite été mis en pièces par la forte attraction gravitationnelle de la planète. Saturne a plus de 50 lunes et récemment, les scientifiques ont découvert une activité hydrothermale inhabituelle sur l'une d'entre elles. Enceladus est la 6e plus grosse lune de Saturne. Elle a 4 rayures de tigre près de l'un de ses pôles. Et on a découvert qu'il y a un océan juste en dessous. De l'eau et de la glace surgissent de ces rayures. On peut donc du coup se demander s'il y a de la vie. Dans nos océans, certaines formes de vie se rassemblent autour de sources hydrothermales similaires. Elles se nourrissent des composés chimiques qui s'y trouvent, tout comme les plantes de surface le font avec la lumière du soleil. De plus, certains des plus anciens microbes de notre planète se nourrissent de la même énergie que celle produite dans l'océan d'Enceladus. Cela pourrait signifier que de la vie s'y développe en ce moment même. Bien sûr, il faut des millions d'années pour que les organismes les plus simples apparaissent. Mais avec un peu de chance, on aura besoin de moins de temps pour trouver des formes de vie plus complexes. Il existe des millions d'exoplanètes dans l'espace, et les scientifiques sont à la recherche de celles potentiellement habitables. Les exoplanètes sont les planètes qui se trouvent en orbite autour d'étoiles autres que notre Soleil. Les étoiles naines sont plus petites et moins lumineuses que le Soleil. Certaines ont plus de 10 milliards d'années. C'est bien assez de temps pour que des organismes vivants s'y développent et évoluent vers une forme plus complexe. La vie pourrait apparaître sur les planètes orbitant autour de ces étoiles naines, ou comme pour Saturne, sur l'une de leurs lunes. Et voici Gliese 876b, qui orbite autour de l'étoile naine rouge Gliese 876. Cette planète est encore très mystérieuse, mais les scientifiques pensent qu'il s'agit d'une géante gazeuse dépourvue de surface solide. Son atmosphère ne comporterait pas de nuages, mais il pourrait y avoir de l'eau sous forme liquide à la surface de cette planète. Teegarden B tourne autour d'une naine rouge située à environ 12 années-lumière de notre système solaire. Sa masse est juste un peu plus élevée que celle de la Terre. Les scientifiques pensent qu'elle pourrait avoir une surface rocheuse. Cette planète met environ 5 jours pour compléter son orbite. Cela signifie qu'une année sur Teegarden B est en fait plus courte qu'une semaine sur Terre. Et quelque part plus loin, il y a une autre planète potentiellement habitable nommée Kepler 1638b. Bon, elle se trouve en fait à 3000 années-lumière de la Terre, dans la constellation du Cygne. Cette planète est 4 fois plus lourde que la Terre et 2 fois plus large. Il lui faut environ 260 jours pour effectuer une orbite autour de son étoile. Sa gravité est plus forte que la nôtre, il serait extrêmement difficile d'essayer de sauter à sa surface. Et voici une autre Kepler. Cette fois, il s'agit de Kepler 62e, qui fait plus d'une fois et demie la taille de la Terre.
Les scientifiques pensent qu'elle possède une atmosphère chaude, humide et hospitalière, avec un ciel nuageux. 1200 années-lumière séparent la Terre de cette planète. Kepler 62e met 122 jours pour tourner autour de son étoile. Sa voisine, Kepler 62f, est aussi potentiellement habitable. C'est une planète environ 40% plus grande que la Terre. On pense qu'elle pourrait être recouverte d'eau. Les océans de notre planète regorgent de créatures et d'organismes de toute taille. Il y a donc de fortes chances que cette planète héberge également des êtres vivants, ou du moins qu'elle ait le potentiel de développer la vie. Lorsque nous disons habitable, cela ne signifie pas que la vie y existe forcément. Cela signifie juste qu'elle réunit les conditions permettant à certaines formes de vie de s'y développer. LHS 1140b est une planète située dans l'une des zones potentiellement habitables. Contrairement à ses cousines gazeuses, elle est solide et assez rocheuse. Son rayon est 60% plus grand que celui de la Terre et sa masse 7 fois plus élevée. C'est l'une des planètes les plus denses découvertes ici. Puisque cette planète est très massive, son atmosphère doit être plus épaisse et la gravité à sa surface doit être beaucoup plus forte que sur Terre. C'est pourquoi tu aurais sûrement du mal à y tenir debout. Salutations de Trappist 1, une naine de la constellation du Verseau. Elle se trouve à environ 39 années-lumière de nous. 7 planètes rocheuses de la taille de la Terre sont en orbite dans la zone habitable de cette étoile. Toutes peuvent potentiellement contenir de l'eau à leur surface. La température de ces planètes est plus ou moins similaire à celle de la Terre. Sur la Lune, la gravité ne représente que 16% de celle que nous avons sur notre planète. C'est pourquoi les astronautes pouvaient à peine contrôler leurs mouvements lorsqu'ils y ont mis le pied. Mais concernant la gravité des planètes de Trappist 1, tu t'y sentirais bien plus à l'aise. Et revenons vers Kepler. Cette fois, il s'agit de Kepler 452b. C'est une planète rocheuse, 60% plus grande que la Terre. Son étoile est similaire au Soleil. Cette planète a en fait passé environ 6 milliards d'années dans la zone habitable, alors que la Terre s'y trouve depuis seulement 4 milliards et demi d'années. Cette planète met 385 jours pour tourner autour de Kepler 452, qui est environ 20% plus brillante que notre Soleil, mais qui a la même température. Mais ce système est très loin de notre petite oasis. Il nous faudrait 28 millions d'années pour y arriver. Et voici KOI 7711.01. C'est une autre planète intrigante, située à 1700 années-lumière de nous. Elle est seulement 30% plus grande que la Terre et elle reçoit presque la même quantité de chaleur que nous recevons de notre Soleil. Un jour, l'homme pourrait commencer à coloniser la galaxie et chercher de nouvelles planètes pour y vivre. Nous devrions alors faire de très longs voyages et peut-être qu'un jour, nous atteindrions Proxima Centauri. C'est un système relativement proche qui possède des planètes que nous pourrions potentiellement habiter, comme Proxima Centauri b. Elle se trouve à plus de 4 années-lumière de la Terre. Et même si cela ne semble pas si loin à première vue, ça l'est en réalité. Il faudrait environ 6300 ans pour s'y rendre avec les technologies actuelles. Cela nécessiterait beaucoup de générations pour faire un tel voyage, et il faudrait encore plus de temps pour réussir à habiter ce nouveau monde. Les gens naîtraient et mourraient dans des vaisseaux spatiaux, y passant une vie entière, sans jamais voir ni la Terre, ni la planète vers laquelle ils se dirigent. À la place des arbres, des montagnes et des rivières, il n'y aurait que le néant qui s'étalerait à perte de vue. Ils ne pourront jamais se promener dans des rues inconnues, respirer l'air frais, sentir le vent. Le seul endroit où ils pourraient voyager serait leur propre vaisseau. Certes, un tel voyage ne serait pas simple, mais peut-être que cela vaudrait le coup si cela nous permettait de construire des mondes aussi beaux que celui dans lequel nous sommes nés. Mais est-ce seulement possible ? L'avenir nous le dira. Des astronomes viennent d'annoncer qu'ils pensent avoir trouvé des signes de vie sur une planète située en dehors de notre système solaire. Ce monde lointain, baptisé K2-18b, se trouve à environ 124 années-lumière, dans la constellation du Lion. De quel type de vie s'agit-il ? De petits hommes verts ? De créatures tentaculaires aux allures de pieuvres ? Eh bien, pas exactement. Commençons par définir ce qu'est la vie. C'est ce qui distingue les animaux et les plantes de la matière inorganique, comme la capacité de croître, de se reproduire et de changer. Maintenant, de quoi avons-nous besoin pour soutenir la vie ? Si vous pensez à l'eau, vous avez raison. Les scientifiques pensent que K2-18b pourrait être recouverte d'océans, et si c'est le cas, elle pourrait abriter de minuscules formes de vie, des sortes de microbes. Des chercheurs britanniques et américains ont utilisé le télescope spatial James Webb pour observer l'atmosphère de cette planète.
Ils ont trouvé des traces de 2 substances chimiques très particulières. Sur Terre, seuls les êtres vivants peuvent produire ces substances. Et les êtres vivants dont je parle sont principalement de minuscules plantes océaniques appelées phytoplancton. En résumé, cette planète pourrait bien abriter des formes de vie sous forme d'algues. Bien sûr, les scientifiques ont encore besoin de preuves solides avant de se réjouir. Nous devons garder à l'esprit qu'il est possible que ces composés chimiques aient été créés par quelque chose que nous ne comprenons pas encore. Pas nécessairement par des êtres vivants, mais tout de même. K2-18b est une planète imposante. Elle est plus de 8 fois plus lourde que la Terre et environ 2,5 fois plus grande. Ce qui la rend encore plus intéressante, c'est qu'elle se trouve dans la zone habitable autour de son étoile. Cela signifie qu'il n'y fait ni trop chaud ni trop froid. Juste ce qu'il faut pour que l'eau liquide puisse exister. Ce qui est essentiel à la vie telle que nous la connaissons. Les astronomes étudient les planètes lointaines comme celle-ci en observant les variations de la lumière lorsqu'elles passent devant leur étoile. Cela leur permet de déterminer quel type de gaz se trouve dans leur atmosphère. En 2023, le télescope spatial James Webb a détecté du méthane et du dioxyde de carbone dans l'atmosphère de la planète dont nous parlons. Il s'agit de molécules à base de carbone, et c'était la première fois qu'elles étaient détectées sur une planète située dans la zone habitable d'une étoile. Les scientifiques ont également détecté le faible signal d'une substance chimique appelée DMS, qui est principalement produite par de minuscules organismes marins ici sur Terre. Ils ont donc de nouveau pointé le télescope vers la planète, en utilisant cette fois-ci un instrument capable de capter davantage de détails lumineux. Et ils ont trouvé des signes beaucoup plus nets de DMS et de certains composés chimiques apparentés. Cependant, ces signaux ne sont pas encore assez puissants. Ils n'ont pas atteint le niveau 5 sigma, un paramètre utilisé par les scientifiques pour confirmer leur découverte. De plus, même si ce DMS est bien présent, cela ne signifie pas automatiquement qu'il y a de la vie. Les scientifiques ont déjà trouvé du DMS sur une comète. Cela signifie qu'il peut être produit sans qu'aucune forme de vie n'intervienne dans le processus. Et pourtant, la quantité de cette substance sur K2-18b semble bien supérieure à tout ce qui a été observé sur Terre. C'est pourquoi certains astronomes sont convaincus qu'il provient d'un organisme. K2-18b est l'une des principales candidates pour ce que les scientifiques appellent une planète-océan. Ce terme désigne un monde vaste et aquatique doté d'une atmosphère riche en hydrogène. Ce n'est pas le genre d'endroit où vivraient des civilisations extraterrestres comme dans les films. Mais il pourrait abriter de minuscules formes de vie, comme les microbes qui peuplèrent les océans de la Terre il y a des milliards d'années. Une fois encore, tout le monde ne s'accorde pas sur le caractère réellement hospitalier de K2-18b. Certains scientifiques pensent également que les planètes de ce type sont peut-être trop proches de leur étoile pour conserver de l'eau à l'état liquide. K2-18b orbite autour de son étoile tous les 33 jours, ce qui est assez rapide, et pourrait signifier qu'il y fait trop chaud. C'est pourquoi certains experts affirment que même si la planète contient de l'eau, celle-ci pourrait être en ébullition. Ou peut-être ne s'agit-il pas d'eau, mais d'océans de lave. Cependant, la plupart des scientifiques s'accordent sur un point. Il convient d'attendre et de voir. Avec seulement 16 à 24 heures supplémentaires d'observation au télescope, les astronomes pourraient enfin confirmer ce qu'ils ont vu. Cela pourrait se produire dans les prochaines années. Et même s'il s'avère que K2-18b n'est pas le monde que nous recherchons, nous nous en approchons. Grâce à des télescopes puissants comme James Webb et à d'autres qui verront le jour à l'avenir, nous pourrions être en mesure de répondre à la question de savoir si nous sommes seuls dans l'univers. Parallèlement, certains endroits de notre propre système solaire, comme Mars, Vénus ou Encelade, la lune de Saturne, pourraient offrir de bonnes conditions pour le développement de la vie. Nous pourrions également continuer à explorer d'autres mondes prometteurs, comme Proxima Centauri b, l'exoplanète la plus proche que nous connaissons. Elle se trouve à seulement 4,25 années-lumière de nous, et orbite autour d'une petite étoile appelée Proxima Centauri, dans sa zone habitable. Cette planète est un peu plus grande que la Terre, ce qui en fait une super-Terre. C'est ainsi que nous appelons les exoplanètes plus grandes que la nôtre, mais beaucoup plus petites que les géantes gazeuses comme Neptune ou Jupiter. Proxima Centauri b est un monde qui se déplace rapidement. Il ne lui faut que 11 jours pour faire le tour de son étoile. Les scientifiques pensent que Proxima Centauri b pourrait avoir une surface rocheuse, ce qui est un signe encourageant pour la présence éventuelle de formes de vie. D'un autre côté, son étoile l'expose à un rayonnement ultraviolet intense. Celui-ci a peut-être déjà détruit son atmosphère, si tant est qu'elle ait jamais existé. L'habitabilité de ce monde reste donc une grande inconnue.
Nous avons ensuite TRAPPIST-1e, une autre planète prometteuse similaire à la Terre. Elle fait partie des 7 planètes rocheuses qui orbitent autour d'une petite étoile froide appelée TRAPPIST-1, située à environ 39 années-lumière. Découverte en 2017, elle pourrait être l'un des endroits les plus prometteurs pour découvrir de la vie en dehors de la Terre. Cette planète est en réalité un peu plus petite que la Terre, avec une masse équivalente à environ la moitié de celle de notre planète. Elle effectue une orbite autour de son étoile en seulement 6,1 jours, ce qui est extrêmement rapide par rapport à nos 365 jours. La taille et la densité de la planète suggèrent qu'elle possède une surface rocheuse, ce qui est un autre facteur clé lorsqu'on parle d'habitabilité. Même si TRAPPIST-1e est très proche de son étoile, celle-ci est assez faible et froide, de sorte que la planète pourrait avoir un climat stable, similaire à celui de la Terre. Certains scientifiques pensent même qu'elle pourrait contenir plus d'eau que notre boule bleue. Passons maintenant à Kepler 186f, située à environ 500 années-lumière. Il s'agit de la première planète de la taille de la Terre découverte dans la zone habitable d'une autre étoile. Elle orbite autour d'une naine rouge, un type d'étoile qui brûle moins et vit beaucoup plus longtemps que notre Soleil. Cela signifie que Kepler 186f pourrait bénéficier de conditions stables pendant des milliards d'années, laissant ainsi à la vie tout le temps nécessaire pour se former et évoluer. La planète ne reçoit qu'environ un tiers de la lumière solaire que reçoit la Terre, elle serait donc probablement plus froide, mais suffisamment chaude toutefois pour empêcher l'eau de geler. Elle semble également être une planète rocheuse, tout comme la Terre, ce qui augmente ses chances d'abriter la vie. Que diriez-vous de visiter LHS 1140b, située à environ 40 années-lumière? Cette planète a une masse environ 5,6 fois supérieure à celle de la Terre. Les scientifiques pensent qu'elle est rocheuse et qu'elle possède peut-être une atmosphère épaisse, ce qui est très important. Une telle atmosphère peut retenir la chaleur, maintenir des températures stables et empêcher l'eau de s'échapper dans l'espace. Ce monde orbite autour d'une étoile naine rouge relativement calme. Il n'est donc pas constamment frappé par des éruptions solaires nocives comme le sont certaines autres exoplanètes. Certaines études suggèrent même que LHS 1140b pourrait être un monde océanique, avec beaucoup d'eau. C'est donc l'une des planètes les plus intéressantes que nous ayons découvertes dans notre voisinage. Enfin, nous avons Gliese 12b, que les astronomes appellent ExoVénus. Elle se trouve à 40 années-lumière de la Terre. Ce monde a à peu près la taille de Vénus et orbite autour d'une étoile naine rouge froide. Il lui faut un peu moins de 13 jours pour effectuer une orbite complète. La température sur la planète est d'environ 42 degrés Celsius, ce qui est assez chaud, mais tout de même acceptable pour la vie. Ce qui rend Gliese 12b si intéressante, c'est qu'elle pourrait nous aider à comprendre comment les planètes de la taille de la Terre conservent leur atmosphère autour d'étoiles froides. C'est important, car l'atmosphère est essentielle à la présence d'eau liquide et à la protection de la vie contre les rayonnements nocifs. Selon certains chercheurs, Gliese 12b est l'une de nos meilleures chances de comprendre si des planètes comme celle-ci peuvent rester habitables.